Bonjour à tous. Je suis là de vous présenter Loïc Bianassi, historien à l'Institut de l'Histoire des Cultures et de l'Alimentation à l'Université de Tours. Il est actuellement chercheur à l'histoire de la gastronomie et de l'alimentation. Il est chercheur à l'université. Il est tourné vers le grand public. Il va maintenant vous présenter la baguette et parisien qui est devenu un symbole national. Oui, dans le cadre de ces activités au sein de l'IEHCA, donc l'Institut européen d'histoire et des cultures de l'alimentation, on a pris part, vous avez bien entendu parler, à l'inscription, attention que je n'écorche pas moi-même l'intitulé exact du dossier, des savoir-faire artisanaux et de la culture de la baguette de pain sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO. Alors, je ne développerai pas vraiment cet aspect-là parce que comment on a travaillé sur ce dossier, je ne sais pas que ce soit nécessairement ce qui est le plus intéressant. Par contre, cette intervention, c'est un peu le fruit des recherches qui ont été menées dans le cadre de ce dossier. Et je précise d'ailleurs en passant que ce qui est inscrit, précisément comme l'intitulé le révèle, c'est pas la baguette en tant que produit, parce qu'un plat, un produit ne peut pas être inscrit sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO, mais sont les pratiques sociales et tous les savoir-faire artisanaux qui font ce produit, qui finalement s'articule autour de ce produit. Bon bref, ça c'était un point introductif. Donc, je vais davantage vous parler de l'histoire de cette baguette, de ce pain particulier, et peut-être plus encore de la manière dont il est devenu ce sorte de symbole, oui, on peut dire de symbole national. C'est parce que je crois, alors on pardonnera un peu mon manque de rigueur scientifique, mais je pense qu'on peut partir d'emblée sur l'idée que, effectivement, la baguette est reconnue comme une sorte d'emblème français. Alors d'emblème, un petit peu pour rire si on veut, mais justement, ça aussi on pourra évoquer ce point-là, parce que je crois que c'est à la fois une sorte d'emblème un peu dérisoire et qu'on utilise comme ça avec dérision, précisément, et en même temps un emblème qui se nourrit d'une certaine fierté, qui nourrit une certaine fierté plus exactement. Donc je reviendrai sur la construction justement de cette charge identitaire, je crois qu'on peut employer le terme, dont a été investie la baguette. Alors, symbole national, mais symbole national pas simplement aux yeux des Français. On voit très bien que lorsqu'il s'agit de caricaturer, d'évoquer la France, là, on a donc une couverture de The Economist 2013 qui représente Barack Obama avec les attributs supposés du français. Vous voyez la marinière, le béret et une baguette qui apparaît au bas de la page. Donc tout le monde comprend tout de suite qu'il s'agit d'un français. Rien d'autre n'est dit. Et puis on voit à côté l'allemand, lui avec ses propres attributs. Il n'a pas de bière, mais symbole pleinement identifié. On voit par exemple en Corée, il y a une grande chaîne de magasins qui est vraiment une chaîne coréenne, Paris Baguette, vous voyez, donc symbole national Tour Eiffel, le mot baguette, et le paradoxe c'est d'ailleurs que cette chaîne a pour projet, c'est peut-être déjà fait d'ailleurs, de s'implanter à Paris, une sorte de retournement. Quoi qu'il en soit, là on a un exemple évident en Corée, quand on veut évoquer, là évidemment c'est une chaîne de boulangerie, pâtisserie, la baguette est tout de suite mise en avant pour parler de la France. Au Japon, même chose, on trouve des baguettes et on sait clairement, là on a eu grenier à pain, un exemple, on sait clairement que c'est là finalement la baguette, le produit qui représente le savoir-faire artisanal français, la boulangerie française, etc. Je pourrais donner plein d'autres exemples, américains, israéliens, italiens, où vraiment on trouve des baguettes et ce pain est souvent qualifié. C'est le cas en japonais, par exemple, de pain français, où plus que de parler de baguette, je n'ai pas l'offense de parler japonais, ou plus que de parler baguette, on utilise le mot de pain français pour l'appliquer à ce pain baguette. Alors, je ne prononce pas ici sur la qualité, la nature de ces pains, c'est presque souvent plus une question de forme qu'autre chose, mais bon, là n'est pas le sujet. Parce que par contre,
n'y a pas de définition officielle de ce qu'est une baguette de pain, en France non plus. Hein. Il existe des normes, des usages. On sait que généralement la baguette est large d'environ 5-6 cm, haute d'environ 3-4 cm, elle fait environ 65 cm de long et environ 250 grammes, voire moins. Donc il y a cette norme, mais c'est plus un usage. Alors il existe un label rouge de la baguette où là, des règles plus précises sont édictées, comme ce que je viens de vous dire, sauf que c'est 250 grammes minimum. Peu importe, tout ça pour dire qu'il n'y a pas une réglementation claire, stricte, définissant ce que doit être une baguette. Vous lirez un peu partout qu'en France, on consomme environ 32 millions de baguettes de pain par jour. La réalité, c'est qu'on n'en sait rien. C'est une statistique qu'on trouve, qui circule, que tout le monde reprend, mais c'est très compliqué à établir. Et justement, dans le cadre du montage de ce dossier, on avait essayé d'avoir des chiffres, donc là, précis, et ça s'est avéré quasiment impossible. Donc ce chiffre donne peut-être un ordre d'idée, mais en tout cas, ce qu'on peut retenir surtout, c'est que la baguette reste aujourd'hui le pain le plus consommé en France, le type de pain le plus consommé en France. Alors, un historien qui est le grand spécialiste du pain en France, qui a beaucoup travaillé sur le XVIIIe et le XXe siècle, le pain français, Stephen Kaplan, écrivait, pour moi, en tant qu'acteur et observateur de la vie française, il est américain, le pain porte une marque spécifiquement française qui est d'origine relativement récente au regard de sa longue trajectoire au fil du temps. Sous la forme allongée de la baguette, notamment, il a fini par être si intimement identifié à la France qu'il est pratiquement un métonyme de la nation et de sa civilisation. Un métonyme, c'est-à-dire un objet, en l'occurrence un aliment, qui à lui seul incarne le pays, si on veut aller par là. Donc c'est ça que je vais essayer de voir là, au-delà de l'histoire du produit, encore une fois, c'est comment on en est venu à assimiler, si on veut, à la France à cette baguette, comment est-ce que précisément la baguette est devenue ce métonyme, pour reprendre l'expression de Stephen Kaplan. Donc, encore une fois, c'est à la fois un sujet, je crois, qui prête un peu à sourire. Voilà, la baguette, on voit, vous voyez, alors je ne sais pas si les plus jeunes d'entre vous connaissent Super Dupont, mais on voit à quel point il y a ce côté symbole dérisoire, symbole pour rire, justement. Donc c'est à la fois un sujet qui prête à rire, je crois, et en même temps, la question qui est derrière, c'est en quoi, finalement, un aliment, et donc l'alimentation, finalement, se retrouve si souvent, si régulièrement, chargé de cette dimension identitaire. C'est-à-dire que l'alimentation, la cuisine, certains plats, certaines spécialités, clairement, ont cette valeur identitaire. Donc ce que je vais essayer de décrire ici, c'est selon quel processus historique se construit cette représentation. C'est-à-dire comment est-ce qu'on en vient à associer, en l'occurrence un pays, ça peut être quelquefois une région, ça peut être une ville, ça peut même être familial, tout ça c'est l'articulation des identités. Comment est-ce qu'on en vient à assimiler, à associer, en tout cas, plutôt, un pays à un produit alimentaire? Alors premier point déjà, la baguette, son histoire, ce pain. Je crois qu'on peut remonter au... Alors oui, j'avais mis cette image-là pour dire que, oui, petite remarque en passant, la baguette a en plus cette spécificité d'être un symbole. Alors évidemment, quand on regarde cette image-là du béret, de la marinière, etc., on ne se reconnaît pas spécialement, je ne sais pas qui parmi vous porte régulièrement tous ces différents attributs. Et en même temps, contrairement à d'autres clichés, la baguette reste, comme je l'ai dit, le pain le plus consommé. C'est-à-dire que c'est quand même une réalité. Contrairement à d'autres choses, par exemple, et c'est là où je ne vais pas m'arrêter sur cet exemple, la question des mangeurs de grenouilles. On a cette idée, ce cliché français des mangeurs de grenouilles. Je ne sais pas qui dans la salle a déjà mangé des grenouilles, et encore moins qui en mange régulièrement. Ce que je veux dire, c'est que c'est un cliché dans lequel les Français eux-mêmes ne se reconnaissent pas vraiment, mangeurs de grenouilles. Donc il y a une histoire de ce cliché qui s'est construit en Grande-Bretagne, en Angleterre, au XIXe siècle, le point de départ étant peut-être, selon un historien, cette caricature de 1825, enfin bref, peu importe. Tout ça pour dire que la baguette est en plus une réalité dans les pratiques alimentaires, ce qui n'est pas le cas de tous les clichés. Bon, petite remarque en préambule. Quoi qu'il en soit, revenons au XVIIIe siècle, je m'arrête sur l'histoire de ce pain. XVIIIe siècle, là vous voyez un ouvrage de Paul-Jacques Malouin, un scientifique, 1767, et dans son ouvrage, alors description et détail des arts du meunier, il affirme que
Si autrefois, on ne sait pas très bien à quoi on renvoie sur autrefois, on va dire au XVIIe siècle, j'en sais rien, autrefois les boulangers produisaient davantage de pain rond, il explique que désormais, à Paris, ce sont les pains longs qui sont préférés. Les pains longs qui sont préférés, et il explique pourquoi, il dit c'est parce que les Parisiens aiment la croûte du pain. Il ne donne pas de statistiques, c'est une impression d'ordre général. Bon, alors, vous voyez le schéma qu'on a ici. Alors, il ne faut pas se tromper, ce qu'on appelle pain long, ce sont des pains, j'allais dire plutôt oblongs, allongés. Si vous regardez par exemple en haut à droite de la gravure, on a là sans doute l'un des pains les plus populaires à Paris, le pain de 4 livres, c'est un peu moins de 2 kilos, et on voit que alors, ce pain devait être largement plus massif qu'une baguette. L'idée qu'il faut retenir, c'est qu'on a différents commentateurs dès le XVIIIe siècle qui relèvent qu'à Paris, il y a plutôt que ce goût pour les miches rondes et les pains épais, on aime les pains longs et on les aime pour la croûte. C'est ce que dit également quelques années plus tard, en 1778, Antoine Parmentier, le Parmentier de la pomme de terre, Antoine Parmentier, qui dans un traité, Le Parfait Boulanger, fait exactement la même remarque. À Paris, on aime les pains longs parce qu'on aime manger la croûte du pain. Voilà. Donc, premier point, cette tradition parisienne des pains allongés, peut-être plus que pain long d'ailleurs, des pains allongés, attestée dès le XVIIIe siècle. 19e siècle, première moitié du 19e siècle, on constate que c'est toujours une réalité, que les Parisiens aiment ces pains longs, notamment ce pain de 4 livres que j'évoquais. Un ouvrage de 1834 qui s'appelle Le Guide du boulanger explique que la forme des pains de luxe varie à l'infini, tout un tas de formes de pains de luxe, et il s'arrête sur la vogue des pains à Paris et il énumère tout un tas de pains, alors souvent de petites dimensions, notamment on a des flûtes de 8 pouces, c'est-à-dire 21 cm. Quoi qu'il en soit, l'idée à retenir, c'est qu'on a toujours ces témoignages qui montrent qu'à Paris, on aime ces pains longs, des pains de luxe parfois, et aussi des pains sans doute davantage appréciés par la plus grande partie de la population. Deuxième moitié du 19e siècle, excusez-moi cet inventaire, mais c'est pour justement un peu dérouler le fil pour mettre en avant cette continuité. Deuxième moitié du 19e siècle, on a Frédéric Leplay, grand statisticien, 1858, il dénombre 70 sortes de ce qu'il appelle des pains de fantaisie. Pains de fantaisie, et là aussi il relève qu'on a énormément de pains longs. Autre enquête, quelques années plus tard, par un certain Barral, peu importe, lui aussi relève environ 70 pains de fantaisie, c'est énormément de pains, type de pain à Paris. Il explique qu'on trouve par exemple un pain qui s'appelle le Jocko, pain qui fait 91 cm de long et qui est large de 11 cm, 7 cm d'épaisseur. Le pain marchand de vin, très consommé, qui fait plus d'1,10 m. Des pains légèrement fendus, 47 cm. Quoi qu'il en soit, ce qui compte, on a même des témoignages qui parlent de pains qui font environ 2 mètres. Quoi qu'il en soit, ce qui compte, c'est ce goût parisien pour les pains longs qui est attesté. Et on peut supposer que dès ce moment-là, dans cette forêt de pains qui pouvait existaient certainement des pains qui s'approchaient de la baguette à queue. Petite remarque en passant d'ailleurs, ce goût, alors on se dit, qui consommait ces pains très longs? Un des débouchés, et c'est pas anodin vis-à-vis de ce que j'expliquerai ensuite, c'est notamment les restaurants. Comme le disent ces auteurs, des restaurants de luxe jusqu'aux restaurants les plus modestes. Pourquoi est-ce qu'on parle de pain marchand de vin? Parce que les marchands de vin, c'était un type de restaurant, on va dire, au 19e siècle, populaire. Or, c'est tout simple, ils achetaient ces pains très longs pour pouvoir ensuite les débiter. Ce qui fait que, là je m'avance un peu sur la suite de l'intervention, mais les touristes, par exemple, mangeaient chez les restaurateurs, étaient frappés par ces pains longs, puisque précisément ils avaient beaucoup l'occasion de les voir. J'y reviendrai. Donc, tradition du pain long, et enfin, on arrive, première occurrence connue du mot baguette, dans cet ouvrage de 1904 par Favret, ouvrage de 1904 par Étienne Favret, fondateur de l'école de la boulangerie de Paris. Et donc ce qu'il explique, alors je ne sais pas si on voit bien les numéros ici, la figure 11, je ne sais pas si je peux, non, ça ne fonctionne pas, la figure 11, est-ce que vous arrivez à lire? C'est bon, c'est le
parmi les pains longs, c'est en partant du bas, c'est le troisième, je dis pas de bêtises. Il explique que ça, c'est un pain joko, par exemple. La figure 12, et là je le cite, représente une baguette non coupée, pain très poussé, c'est-à-dire qu'on a mis longtemps à fermenter, qu'on allait laisser longtemps à reposer, pour les personnes qui aiment le pain très sec. C'est la forme de la flûte à potage faite avec la pâte dite pain à café. La longueur varie suivant le goût et le poids. Il en est de même de la figure 13, donc 12 et 13, ce sont des baguettes, si on le suit, qui représentent une baguette allongée et coupée. Donc on a dessus, vous voyez les grignes, on appelle ça les grignes, hein, les coupures qui sont sur le dessus, qui représentent une baguette allongée et coupée. La longueur en varie suivant le poids et le goût du client. Donc on a deux types de baguettes. Et encore une fois, c'est la première fois qu'on a dans un document, on trouvera des choses plus anciennes, hein, et d'ailleurs, si dans un ouvrage de boulangerie de 1904, on emploie le mot, ça veut bien dire que depuis quelques années, certainement dans le vocabulaire courant, le mot est employé. Ce qui veut dire concrètement que depuis la fin du 19e siècle, à Paris, on utilise le mot baguette pour qualifier certains pains. Donc, il présente l'une sanguine, l'autre coupée, pour reprendre son expression. On voit, il mentionne ailleurs dans son ouvrage des pains dits baguettes de 200 grammes. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, clairement, la baguette ne répond alors vraiment pas à une définition en 1904, que c'est fluctuant dans les dimensions, dans le poids, la taille, qu'il existe des baguettes quand même de